Je voudrais qu'on essaie de se projeter dans 10 ans. À quoi ressemblera le monde en 2030? De ce qu'on sait aujourd'hui, de ce qu'on arrive à imaginer, des connaissances qu'on a aujourd'hui dans la tech, où est-ce qu'on en sera en 2030? Je sais pas si vous avez une idée sur ce sujet, mais c'est justement quelque chose dont je voulais parler avec vous, essayer de se projeter au regard de nos connaissances. Alors on va regarder sur différents points. J'ai noté en tout, je crois, 10 points, 12 points exactement, pour essayer d'entreapercevoir le monde dans 10 ans, 12 ans à quelque chose près. Donc on se projette tout de suite en 2030. Et puis d'ailleurs, si ce format vous intéresse, dites-le moi en bas en commentaire, on pourrait essayer de se projeter en 2040. Ça va être plus dur. En 2050 aussi dans une autre vidéo. Donc on pourrait faire plusieurs vidéos. Plus on va regarder loin et plus ce sera dur, mais déjà on a une vision qui est assez intéressante de ce qui pourrait arriver en 2030, même si elle semblera pas parfaite tout de suite en tout cas. Parce que si on regarde en arrière, il s'en est passé des choses. Revenons en 2010, 2020, 2022, à quelque chose près. Il s'en est passé vachement de choses. C'était le début du smartphone. Le premier iPhone, c'est 2007. C'est vraiment très très proche. On était à la 4G, c'était le début de la 4G. Bref, vous voyez qu'en 10 ans, il s'est passé vachement de choses et que plus le temps avance et plus il y a une accélération technologique, plus ça va vite, plus il y a des connaissances qui arrivent et plus il se passe de choses. Il y a une évolution des réseaux sociaux, il y a eu l'ubérisation. Il s'est passé tellement de choses que je me dis que dans les 10 prochaines années, pour arriver jusqu'à à peu près 2030, il va se passer tout autant de choses, voire beaucoup plus. Alors on va regarder le tout premier point tout de suite, c'est ce que j'appellerais l'homme réparé versus l'homme amélioré. Et bah oui, ça nous vient surtout d'une news qui vient d'Elon Musk et son entreprise Neuralink. Alors si vous connaissez Elon Musk, vous savez qu'il y a Tesla, vous savez qu'il y a SpaceX, mais il y a également Neuralink qui fait de la recherche au niveau du cerveau pour venir réparer l'humain, mais également pour venir augmenter l'humain. Alors il y a souvent deux écoles qui s'affrontent, une version plus européenne qui cherche à venir réparer mais pas augmenter, mais il y a aussi une version assez américaine qui cherche à augmenter l'humain, à lui apporter de nouvelles possibilités. Et c'est un peu ce qui pourrait arriver potentiellement avec Neuralink. Alors ça, c'est Elon Musk qui nous le montre. Si vous regardez, on est sur le site capital.fr. Et bien Neuralink, la startup d'Elon Musk, recrute pour tester son implant cérébral. Mais on parle ici de le tester sur l'humain. Alors on va passer très très rapidement l'article. Mais il nous montre qu'ils sont en train de créer un poste de directeur d'essai clinique qui cherchera à venir monter une équipe, à aller voir les autorités publiques, tout ça pour aller tester des implants sur l'humain. Donc on voit qu'effectivement on va chercher d'abord à réparer l'humain, mais ensuite à augmenter et accélérer l'humain. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ces articles qui sont super intéressants et qu'on peut lire dans capital.fr. Là c'est pareil, vous voyez, il nous parle, c'est un article de l'année dernière. Elon Musk veut placer des micropuces dans le cerveau des humains dès 2022. Alors à la base ça devait être dès 2021, ça va être en 2022 les premiers tests. Donc on imagine très bien qu'en 2030 ça sera fait, ça fonctionnera. Donc on pourra réparer l'humain. Les gens qui sont en fauteuil pourront remarcher peut-être avec, j'en sais rien moi, un exosquelette, je ne sais pas. En tout cas, il va se passer des choses, ça va être vachement intéressant. Et puis l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est effectivement, je dirais, de rendre l'humain plus compétitif vis-à-vis des intelligences artificielles, mais ça dans un futur quand même assez lointain, pour nous apporter des capacités de calcul supplémentaires et en fait faire de nous des super humains, des surhumains, peut-être même des dieux, allez savoir, on sait pas. Déjà, croire en Dieu, c'est un autre débat, je ne pense pas qu'on fasse une vidéo là-dessus, mais en tout cas pourquoi pas. Donc voyez, il va se passer des choses de ce côté-là et à l'aube de 2030, on imagine qu'on va pouvoir réparer de l'humain et qu'on va pouvoir également l'augmenter, après avoir toutes les discussions éthiques qu'on pourra retrouver derrière. Le deuxième point qui va être extrêmement intéressant et sur laquelle l'attaque va venir se positionner, c'est tout ce qui va être santé prédictive. Aujourd'hui, ce qu'on a dans la santé, c'est de la santé curative, c'est-à-dire c'est de la santé, vous êtes malade et ensuite on vient vous apporter des soins de santé, on vient vous soigner, c'est de la santé curative. Mais ce qui est important et tout l'enjeu de la santé, c'est de venir vous soigner, de venir changer des choses avant qu'une maladie se déclare, donc avant que vous soyez malade. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que entre le moment où une maladie commence à arriver et le moment où vous vous en rendez compte, il s'est passé des choses. Et c'est dans ce laps de temps-là, eh bien, que viendrait intervenir la santé prédictive. Alors ça pourrait arriver de différentes manières. On le voit déjà, on a des capteurs, on a des montres. Et vos montres, elles vous permettent de faire quoi? Eh bien, de venir voir par exemple si vous avez une arythmie, s'il y a des problèmes dans le sommeil. Enfin bref, ça permet de voir pas mal de choses et de monitorer. Mais on va pas assez loin. Et on pourra aller plus loin au travers, eh bien, on pourrait imaginer des miroirs connectés. Alors ça existe déjà un peu, mais on irait beaucoup plus loin. On pourrait venir mesurer votre taux de glycémie, mais pas uniquement des personnes diabétiques, de tout le monde, pour venir prévenir justement un problème de diabète. On pourrait prendre plusieurs constantes de votre corps qui vous permettraient de savoir, eh bien, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et quels sont les troubles potentiels qui pourraient arriver assez rapidement, pour ensuite vous proposer, eh bien, soit de réajuster une alimentation pour rééquilibrer tout ça, soit de faire des exercices dédiés pour vous aider à améliorer ça, et pourquoi pas être en lien avec des médecins. Enfin bref, on pourrait imaginer un système d'abonnement où vous auriez accès à un diététicien spécialisé. Si là on voit qu'il y a un truc qui marche pas, vous avez votre rendez-vous. Enfin bref, voilà, c'est un truc qui pourrait être intéressant, qui pourrait permettre effectivement de prédire des infarctus, prédire des AVC. C'est toute une prédiction au niveau des risques de cancer. Donc bref, c'est un sujet qui est vachement intéressant, sur lesquels de nombreuses entreprises travaillent, et ça permettrait à terme d'avoir effectivement un vieillissement de la population mondiale, mais en bonne santé. En bonne santé, on vivrait plus vieux, on vivrait mieux, en bonne santé, on éradiquerait des maladies. Ça serait cool aussi. Et ça, c'est grâce à la tech. Alors ça nous amène au troisième point, eh bien c'est de la tech médicale. On voit
qu'on pourrait éradiquer des maladies avant qu'elles apparaissent, mais il y en a qui passeraient au travers des mailles du filet ou qu'on n'arriverait pas à voir malgré ce système de monitoring. Eh bien, on arriverait, et on le voit notamment au travers d'une technologie qui est extrêmement intéressante et dont on parle beaucoup, la technologie de l'ARN messager. C'est un article que j'ai vu sur Le Monde, un article du président de BioNTech, vous savez, qui est associé à Pfizer pour son vaccin contre le Covid-19, et il s'appelle Ugur Sahin. Et ce monsieur a dit un truc très intéressant, c'est qu'effectivement, l'ARN messager, c'est pas une techno qui permettra uniquement d'apporter des vaccins, mais d'aller beaucoup plus loin sur de la lutte pour des virus, notamment le VIH, notamment la tuberculose, et qui servira également en médecine pour notamment venir cibler pas mal de problèmes liés au système immunitaire, parce que vous allez pouvoir avoir une réponse immunitaire ciblée et en plus totalement individualisée. On peut imaginer dans certains cancers où vous avez des traitements qui sont un peu larges et qui viennent cibler une zone, là vous aurez quelque chose d'extrêmement personnalisé pour votre pathologie. Pour vous, ça éviterait de tirer large, mais d'être vraiment extrêmement précis au niveau du curatif. Donc on voit que la tech, même si effectivement c'est de la biotech, eh bien nous permettra d'aller plus loin pour soigner des maladies, et ça à l'horizon 2030. Ils le disent dans cette interview, ils travaillent dessus, il faut quand même pas mal de recherche, il faut du temps, il faut des moyens, donc ça va arriver, pas ici, pas tout de suite, mais à l'horizon 2030, j'imagine qu'on aura un panel de maladies qu'on arrivera à soigner, alors que tout de suite on n'y arrive toujours pas, ou très mal, enfin bref, ça sera plus précis. Le quatrième point qui est super intéressant, c'est une connectivité les mains libres. On va venir se parler ici de le fait de pouvoir se déplacer dans la rue, et lorsque vous recherchez aujourd'hui votre chemin, vous faites quoi? Vous prenez votre smartphone et vous regardez, alors j'en suis où là, il me dit de tourner à droite, il me dit de tourner à gauche, c'est bien, mais c'est relou parce que vous avez un truc dans les mains. Alors on peut le faire également avec des écouteurs connectés, tourner à droite, truc, ok, mais là on va le faire avec des lunettes en réalité augmentée. Alors ça existe déjà aujourd'hui, mais c'est pas extrêmement bien abouti, c'est pas parfait, et surtout c'est pas complètement grand public. Ça sera complètement grand public dans quelques années, à l'horizon 2030 ça arrivera. Et là je vous parle de lunettes, mais pourquoi pas de lentilles? Les entreprises de la tech travaillent également sur des lentilles connectées. J'ai testé des lunettes connectées, c'est un prototype de TCL, j'ai eu la chance de pouvoir les essayer pour se rendre compte un peu à quoi ça pourrait ressembler. Alors c'était pas parfait, c'était un proto, la question software n'était pas parfaitement bien intégrée, mais ce qu'on voyait effectivement, bien, c'est un menu, on peut naviguer avec votre monture, enfin bref, il peut se passer pas mal de choses, ça va ouvrir beaucoup d'usages. Si on se projette un peu plus, au lieu d'avoir juste une navigation GPS avec des flèches à droite à gauche qui paraît être un peu basique, on pourrait aller beaucoup plus loin. Par exemple, vous seriez à proximité d'une boutique, on vous dirait, tiens, il y a des promos dans cette boutique là, ça afficherait sur vos lunettes et non pas une notif sur un smartphone. Vous voyez, tout un système également de géolocalisation qui serait beaucoup plus précis, pertinent au travers de vos lunettes en réalité augmentée. Ah, vous voyez là-bas que sur une boutique, hop, il y a de la promo, votre regard est là, la promo elle reste là, vous la voyez, et c'est vachement pertinent et c'est vachement intéressant. Et si vous vous rapprochez, vous aurez plus d'infos sur un côté de vos lunettes. Pourquoi pas? Vous pourriez lire vos SMS également en marchant. Vous pourriez par exemple, si vous vous approchez d'une boutique, et bien voir qu'ils ont le stock d'un produit que vous avez mis dans votre wishlist peu de temps avant et que vous voulez acheter. Bref, ça a un sens, ça peut être intéressant si c'est bien utilisé, mais c'est évident que de nombreux constructeurs travaillent sur de la réalité augmentée, que ce soit par le biais de lunettes ou par le biais de lentilles, voire les deux. Allez savoir. Ça nous emmène où ce point-là? Ça nous emmène sur le cinquième point, la question du métaverse. Avec vos lunettes, vous allez pouvoir effectivement vous connecter et si vous arrivez dans une boutique par exemple, et bien voir des choses qui seront en réalité augmentées par rapport à ce que vous voyez dans la boutique en physique. Vous approchez par exemple d'un flacon de parfum, et bien dans vos lunettes, vous auriez toutes les informations. Ça pourrait vous permettre, je sais pas moi, d'imaginer les senteurs que vous allez pouvoir ressortir, proposer des combinaisons, vous afficher la liste des ingrédients sans venir toucher le packaging avec. Bref, on pourrait imaginer beaucoup de choses de la même manière. Vous voyez un vêtement qui vous intéresse, et bien lui il arrive à savoir quel vêtement c'est et il va vous dire ok, dans ce vêtement il a été fabriqué à tel endroit, voilà, est-ce qu'il a pollué ou pas pour arriver jusqu'ici, à combien il faut le laver. Bref, vous pourrez avoir plein d'informations extrêmement pertinentes sans devoir lire une petite étiquette sur laquelle on voit globalement pas grand chose. Donc on pourrait aller beaucoup plus loin, et là je vous parle de réalité augmentée, mais on va aller plus loin dans le métaverse parce que, et c'est ce qui montrait effectivement avec aussi un proto de TCL, vous venez ensuite mettre un cache sur vos lunettes en réalité augmentée et là vous passez en réalité virtuelle. Donc là vous arrivez dans la boutique en ligne, dans le métaverse, ce qui sera en fait une interface. Au lieu d'avoir un site web, vous êtes sur votre ordinateur, vous naviguez, vous êtes sur votre site et dans votre menu vous naviguez blablabla. Non, là vous arrivez dans un environnement totalement virtuel adapté à l'immersion que vous permet la réalité virtuelle. Donc vous pourrez aller faire votre shopping de la même manière et ensuite recevoir les produits directement chez vous. Vous pourrez avoir des informations. Vous pourriez également avoir votre propre maison dans le métaverse, votre propre univers dans lequel vous auriez des objets que vous auriez acquis ou des choses que vous voulez voir, retourner voir plus tard, une galerie de vidéos qui vous intéresse, un concert dans une salle de spectacle, bref, beaucoup de choses. Et ça, c'est un truc qui va arriver aussi. Alors, c'est en tout cas l'un des possibles d'Internet, une évolution majeure qui vous permettra d'être plus immergé dans le web et non pas juste d'avoir une petite interface, que ce soit un PC ou un smartphone. Et on piloterait tout ça en se baladant dans la rue, par exemple, ou en étant dans un endroit lambda à la commande vocale. Mais si vous vous retrouvez, par exemple, dans les transports en commun et qu'il y a beaucoup de bruit, eh bien, vous allez faire quoi? Vous allez prendre votre montre, qui sera également votre interface de smartphone. Vous pourrez venir déplier votre écran et tapoter directement sur votre montre qui vous servira de clavier d'interface. Ça peut être intéressant. Ça veut dire que potentiellement, on pourrait avoir non pas un smartphone, mais des lunettes qui vous serviraient d'interface smartphone, d'interface écran et d'une montre pour venir tapoter des choses. À voir. Et de la même manière, chez vous, vous pourriez avoir des gants avec un toucher haptique pour venir sentir les choses que vous touchez dans le métaverse. J'en ai vu la démo
à Las Vegas. Alors je sais pas si c'est une des solutions qui sera retenue à l'avenir, mais en tout cas c'est pas mal. On voyait des personnes qui touchaient un chat, qui le sentaient, qui touchaient une console de DJ, qui mixaient, qui sentaient des choses. Ce qui nous emmène au 6e point, c'est la vraie révolution de la crypto-monnaie et des NFT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la blockchain tournera à fond. C'est-à-dire que lorsque vous serez dans un environnement totalement dématérialisé dans le métaverse, vous pourriez soit faire du shopping en ligne avec le système de paiement un peu standard au travers de votre banque, vous pourriez le faire, mais vous pourriez très bien avoir des crypto-monnaies, payer avec des crypto-monnaies et qu'il y ait une transaction directement sans passer par une banque et bien évidemment sans aucun contrôle derrière. Donc pourquoi pas, tout ce que vous allez acheter dans un univers virtuel, ce qui vous servira pour votre maison virtuelle ou des jeux virtuels auxquels vous pourrez jouer grâce au métaverse, on peut imaginer ça également comme ça, puisque ça semble aussi être un des avenirs du jeu vidéo, l'immersion, la VR, on verra ça bien évidemment, et bien tout ce que vous achèteriez, vous auriez des titres de propriété en NFT. Ça pourrait être intéressant également. Alors là, on parle de la maison, on parle effectivement de se balader dans la rue, mais et qu'est-ce qui va se passer du côté de l'automobile? Ça c'est le 7e point, c'est comme ça, 7e point. Et bien l'automobile, on va avoir de la voiture autonome. Enfin, ça y est, la voiture autonome est ici, elle arrive. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de passer le permis de conduire. Ça sert à rien puisque vous n'allez pas la conduire, votre voiture, elle va être autonome, elle va se gérer automatiquement toute seule. Alors il y aura deux grandes possibilités au niveau de l'automobile. Soit vous allez pouvoir vous-même acheter votre voiture comme vous faites aujourd'hui et ensuite votre voiture vous guidera d'un point A à un point B pour aller au boulot, pour aller voir des amis, pour partir en vacances. Soit il va y avoir une vraie démocratisation du car sharing, du fait de partager de l'automobile. Vous n'allez pas forcément vous acheter une automobile, vous pourrez prendre une automobile en location dans la rue comme on va pouvoir venir louer un vélo ou etc. Soit le louer directement auprès d'un loueur, soit quelqu'un qui a sa propre voiture et qui la met en location. Au moment où cette personne ne l'utilise pas, vous pouvez venir vous la prendre et aller faire vos courses avec ou ce que vous voulez. Donc ça rendra les routes beaucoup plus sûres puisqu'il n'y aura pas d'accidents liés à des erreurs humaines en tout cas. Ça rendra les personnes qui veulent se déplacer, qui aujourd'hui ont des problèmes d'autonomie, bien d'être plus autonomes puisqu'ils n'auront plus à conduire. Il y a pas mal de bénéfices derrière et sur le papier c'est assez intéressant. Ça nous emmène au 8e point qui est l'évolution de la 5G et l'émergence de la 6G. Qu'est-ce qui va se passer lorsque vous serez avec vos lunettes connectées en réalité augmentée dans la rue? Eh bien, elles vont venir se connecter à des objets non loin de là. On peut imaginer se connecter par exemple, comme je vous le disais, à un produit que vous allez avoir sous les yeux et avoir toutes les informations sur ce produit-là grâce à de la 5G avec des ondes millimétriques, c'est-à-dire des ondes de courte distance. Ça permettra également un vrai sort de l'automobile autonome. Les voitures vont pouvoir venir communiquer entre elles grâce à de la 5G, communiquer avec un feu rouge grâce à de la 5G, communiquer avec je sais pas quoi moi, une information ou des travaux sur le côté grâce à de la 5G. Il y aura un vrai maillage de tous les objets connectés grâce à la 5G. Alors avec plusieurs types de 5G, mais globalement ce sera de la 5G. Imaginez par exemple, vous êtes avec vos lunettes toujours en réalité augmentée, vous vous approchez d'une école et hop là vous voyez quel menu qui apparaît ici. Alors vous regardez, vous voyez le menu, vous voyez les informations, vous dites bah tiens, il y a une info personnalisée pour vos enfants dans leur classe, et bien cette semaine il se passe ça, ça, ça et ça. Et lorsque vous partez de l'école, et bien l'info elle est restée là-bas. Vous pouvez l'avoir également à votre espace numérique connecté, mais lorsque vous rapprochez de lieu, vous avez des infos. Vous allez pareil vous à la cantine vers votre boulot, hop, on vous dit ce qu'il y a à manger, vous approchez d'un resto, paf, vous voyez la carte directement dans vos lunettes. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la personne devant se décale du menu pour pouvoir le voir. Bref, on a accès à plein d'infos. Vous pourriez voir tel resto, est-ce qu'il est plein, celui-là non, oui, non. On aura accès à toutes ces informations en temps réel grâce à la 5G. Et ça peut être super cool. Et si on pousse la réflexion beaucoup plus loin, vous verrez que les usages ils sont presque infinis. Et c'est vraiment là où la 5G va être intéressante. Au lieu d'avoir aujourd'hui des débits plus rapides et de la latence plus faible, on aura vraiment cette interconnexion de tous les objets jusqu'à un moment où on risque d'arriver un petit peu à saturation et il va falloir que la 6G arrive en renfort pour venir vous proposer d'autres plages de fréquences avec probablement des ondes encore plus courtes. Mais ça, c'est notre histoire et on le verra effectivement en 2030 parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à le savoir. Le 9e point, eh bien, c'est effectivement, on le voit, un vrai changement dans les villes. Un vrai changement. Pourquoi? Parce que les gens vont chercher en 2030 à privilégier la qualité de vie plutôt qu'à se trouver un job vachement bien avec 1 heure de transport. Alors, c'est pas le cas de tout le monde en France et dans le monde entier, mais si vous prenez la question des mégalopoles ou des grandes villes comme Paris, où vous devez faire 1 heure de trajet et encore 1 heure, je suis mignon, pour aller bosser 1 heure aller, 1 heure retour, voire des fois 2 heures aller, 2 heures retour, ça c'est juste plus possible. Donc il va y avoir un vrai changement de l'organisation des villes, à savoir que effectivement vous n'allez pas forcément travailler de chez vous parce que c'est quand même bien de sortir de chez soi, mais vous n'allez pas nécessairement aller à votre boulot qui est beaucoup trop loin. On aurait donc des espèces d'espaces de coworking, de bureaux auxquels vous pourriez vous aller travailler, auxquels votre entreprise viendrait payer un loyer et vous connecteriez à votre boîte via un VPN, tout serait extrêmement sécurisé et vous pourriez travailler non loin de chez vous, mais toujours en sortant de chez vous. Il y aurait une nouvelle organisation de la vie dans les villes ou même peut-être pas que les villes, ça permettrait de travailler de n'importe où, quel que soit votre endroit sur la planète, dès lors que vous arriveriez à communiquer avec différents faisceaux horaires, ça pourrait être réalisé sans problème. Et puis il y a autre chose qui va arriver, c'est l'émergence de la robotique, c'est le 10e point. On le voit aujourd'hui, les robots commencent à arriver, on voit que les robots savent marcher, on voit que les robots commencent à communiquer, on voit que les robots peuvent bouger des bras, on voit qu'ils peuvent même courir, sauter, peuvent faire pas mal de choses. Il faut encore un petit peu de travail pour qu'on arrive à des usages grand public au niveau de la robotique, mais en 2030, il y aura une émergence de la robotique grand public où on n'aura pas juste un petit aspirateur robot qui fera son boulot et qui terminera, on aura un robot multifonction
garçon, pas nécessairement extrêmement intelligent, mais extrêmement compétent. Qui viendra quoi? Eh bien, qui viendra ranger votre maison, qui viendra la mettre en ordre, qui viendra installer la table, qui pourra débarrasser des choses, qui rendra des services cohérents, qui pourra venir monter un escalier, le descendre, qui sera là pour vous, chez vous. Dans de l'usage domestique, on verra aussi de la livraison de colis qui se feront par des robots qui distribueront du courrier tant qu'il restera à distribuer des courriers. À mon avis, ça pareil, c'est un truc qui va disparaître. En 2030, les courriers, on n'en aura plus beaucoup, déjà qu'on en a plus beaucoup. On privilégiera les emails, mais tout ce qui nécessitera quand même un transport physique d'objets, les robots le feront. Et puis on va pousser encore plus loin que les deux derniers points. Le 11e point, ça va être le déploiement de l'ordinateur quantique. Alors pour l'instant, on en est qu'au début, il y a des promesses qui sont faites sur l'arrivée potentielle d'ordinateurs quantiques. Il y a encore beaucoup de problématiques à résoudre, mais à l'horizon 2030, on devrait pouvoir voir arriver les premiers ordinateurs quantiques avec des capacités de calcul complètement dingues et des usages qu'on n'arrive pas encore à mesurer aujourd'hui. Et le 12e point, je dirais, c'est vers l'infini et au-delà, la conquête spatiale. Il y aura des bases sur la Lune, des bases par pays. Alors soit une grosse base internationale où on vient mutualiser, soit alors chaque pays aurait sa propre base. Alors on n'arriverait pas tout de suite sur un partage des territoires au niveau de la Lune, ça arrivera bien plus tard, mais il y aurait une vie en continu sur la Lune telle qu'on peut la retrouver aujourd'hui dans la station spatiale internationale, mais juste au-dessus de nos têtes. Il faudrait aller sur la Lune, elle y serait très clairement, et puis il y aurait le début du tourisme spatial sur la Lune où on pourrait aller passer une nuit, 2 nuits, 5 jours sur la Lune. Alors ça serait réservé aux très riches au départ, et puis après ça s'étendrait de plus en plus. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut venir financer tout ça, et le tourisme spatial pour les très riches, ça emmènerait de l'argent. Donc voilà, voyez, pour ces 12 points, on arrive à se projeter sur 2030. On voit que le monde va vraiment évoluer. On resterait sur la base qu'on a actuelle, mais il y aurait des points d'amélioration, il y aurait des choses intéressantes, il y a des choses qui ne le seraient peut-être pas, je sais pas. En tout cas, je trouve ça cool. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez une autre vision? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur? Parce que des fois, quand on regarde de loin devant, il y a des choses qui peuvent faire peur. Et dites-moi si vous voulez qu'on essaie de se projeter dans le monde en 2040. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao.